Je disais tout à l'heure que parler de cette approche holistique et non des approches, parce que ici, les approches, je les prends en termes de dimension. Donc, comment faire de sorte que, pendant les périodes de crise, que les enfants puissent continuer à apprendre. Donc, la continuité des apprentissages, comment faut-il l'assurer pendant des périodes de crise? Et nous avons vu au Sénégal qu'il y a plusieurs formes de crise, notamment la crise au nord, la crise qui s'est déroulée l'année dernière au nord et au sud-est, c'était les inondations. Nous avons également au sud, en Casamance, quelques difficultés, avec depuis 1982. Alors, à chaque fois, du fait de la vulnérabilité de l'enfant, quand il y a crise, ils font partie des premiers impactés parce qu'ils n'ont pas ses capacités physiques, ses capacités cognitives, ses capacités, donc pour ne pas dire psychomoteurs et physiques, qui leur permettent d'être résilients ou de se défendre. Donc, ils sont les premiers à être exposés. Et quand ils sont exposés, c'est par rapport à eux-mêmes, mais les écoles également, le plus souvent, sont utilisées comme des espaces pour caser pendant les inondations des populations. Les écoles sont utilisées pour caser d'autres réfugiés dans des contextes où on a des situations de conflit, entre autres. Quand vous prenez la crise en Casamance, beaucoup d'écoles avaient fermé parce que c'était un problème de sécurité et les enfants n'avaient pas les possibilités de se défendre. Alors, donc, la question c'est comment garantir la continuité des apprentissages lorsque la sécurité des apprenants est compromise à plusieurs niveaux. Et nous avons des fondements juridiques, stratégiques et philosophiques même. J'ai parlé de ces fondements philosophiques par rapport à la vulnérabilité de l'enfant. Juridiques parce que, en vérité, nos enfants ont été protégés par deux instruments. La Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et ces conventions et cette charte font obligation aux États de protéger les enfants, l'article 19, quel que soit le contexte, que l'on soit en contexte de crise ou en contexte normal. Donc c'est une obligation que les États doivent concevoir des systèmes éducatifs plus résilients et réactifs, capables d'assurer la continuité des apprentissages. Ça, c'est les fondements. Il y a également des objectifs à atteindre, etc. Alors, au Sénégal, nous avons la SNP, la Stratégie nationale de protection de l'enfant, qui cadre tout le secteur de la protection, et nous avons également dans le secteur de l'éducation le paquet. Donc, cher, vous pouvez dérouler, n'est-ce pas? Ce sont ces éléments-là qui font que, allez-y, qui font que on a des possibilités de réagir par rapport aux situations des enfants en période de crise, pour ne pas permettre une rupture dans la continuité, de la continuité des apprentissages. Alors, les crises, pourquoi il faut insister sur les crises? Parce qu'en vérité, les crises fragilisent non seulement la continuité des apprentissages, mais compromettent aussi le développement de l'enfant. Parce qu'un enfant, c'est le physique, c'est le psychique, c'est le mental, c'est le physique, mais c'est l'affectif également. Donc voilà autant d'éléments qui font que ces crises peuvent fragiliser même le développement de l'enfant, peuvent fragiliser les systèmes éducatifs que nous avons. Et j'ai donné des exemples tout à l'heure. Allez-y, cher. Alors, pourquoi faut-il absolument une approche holistique? Parce que l'approche holistique crée un environnement globalement protecteur. Parce qu'il y a les questions liées aux les aspects physiques, les aspects psychosociaux, les aspects sanitaires. Aujourd'hui, on ne peut pas élaguer la question du numérique parce que Covid nous a montré qu'il fallait apprendre en ligne, rester chez vous. Des questions sociales également. Et cette approche holistique garantit non seulement la sécurité, mais la continuité effective des apprentissages. Donc c'est une réponse en vérité durable qui rend le système éducatif plus résilient face aux crises qui vont venir. Parce que
nous, à partir de Covid, nous avons pu en vérité voir quelles étaient les failles de notre système et préparer l'avenir. On a eu un environnement numérique, mais il y a des difficultés, allez-y, qu'on va aborder tout à l'heure. Je pense que Cheikh contrôle le timing. Alors, notre approche devra se fonder sur 5 piliers, en vérité. 5 piliers: la sécurité physique, la sécurité psychosociale, la sécurité sanitaire, la sécurité numérique et la sécurité sociale. Voilà les éléments qui font que l'environnement des apprenants puisse être sûr, que l'environnement des apprenants leur permette, parce que vous agissez non seulement sur l'enfant en tant que tel, mais vous agissez également sur son environnement scolaire. Et là, il y a dans ces piliers des risques qu'il faut gérer, parce que ces piliers permettent de gérer des risques et permettent également de préserver la motivation de l'enfant. Parce que du point de vue psychologique, quand on a peur, quand on n'est pas sécurisé, on ne peut pas apprendre. Et cela peut entraîner le décrochage scolaire, l'abandon scolaire, ou bien les contre-performances, parce que souvent il y a des enfants qui sont victimes, qui sont dans des situations de crise. Le plus souvent, c'est des contre-performants, c'est des apprenants contre-performants. Donc, même l'enseignant également doit être pris en compte. Mais nous faisons le focus sur l'enfant, mais quand nous faisons le focus sur l'enfant, c'est cette approche-là qui fait que nous devons parler également de l'environnement de l'enfant. Parce que l'enfant, ce n'est pas seulement lui-même, mais l'enfant, c'est la famille, c'est la communauté, et l'école est dans la communauté, c'est l'État. Donc, vous voyez, quand nous prenons le modèle écologique, on se rend compte que l'environnement de l'enfant le détermine son développement, détermine son éducation, détermine sa santé, etc. etc. Allez-y, cher. Donc, voilà les 5 piliers. Et il y a dans tout ça des défis à relever. Et nous avons appris avec Covid également qu'en vérité, nous n'étions pas très bien préparés parce que nos infrastructures numériques ne sont pas suffisantes. La couverture en Internet, même dans le monde rural, pose problème. Nous avons également la cherté du coût, le coût qui est assez élevé d'accès à ces infrastructures. Les données, il faut les acheter, ce n'est pas gratuit. Et donc déjà, dans un bled comme chez moi, ou derrière chez moi, parce que moi j'ai l'Internet à Kermedjebel, mais derrière, il y a des gens qui n'ont pas l'Internet ou l'électricité. Vous voyez, ça pose des problèmes. Mais les enfants également sont exposés à des risques quand ils sont en ligne. Les risques de cybersécurité éducative. Nous avons également, du point de vue, dans cette approche, l'autre défi, c'est la multisectorialité et l'intersectorialité. Parce que ce sont plusieurs aspects. Parce qu'ici, vous voyez l'approche holistique. Il y a la santé qui doit intervenir. Il y a le numérique avec, si je prends les institutions, le ministère des Télécoms, nos entreprises qui doivent fournir assez de services Internet. Mais maintenant, le défi de la sécurité de l'enfant en ligne pose problème. Il y a également le fait que les enseignants ne sont pas assez outillés par rapport à ces formations en ligne, par rapport à cet apprentissage à distance. Donc, et surtout qu'on est en période de crise. Et donc, tout cela devra permettre d'aller vers un système qui nous permet en vérité de nous projeter vers l'avenir. Allez-y, cher. De nous projeter vers l'avenir avec vraiment une vision inscrite dans la durée et non dans le ponctuel. Il faut également savoir que nous sommes avec la COSIDEP qui a une démarche inclusive qui lutte contre les inégalités dans l'éducation, entre autres, et qui a déjà commencé à mettre en œuvre un projet qui s'appelle PECA-SU. Donc, en termes de plaidoyer, moi-même, j'ai assisté à certains ateliers, entre autres, et ce projet-là pourra être une sorte de contribution à la mise en place de ce système résilient, mais qui va être intégré dans le global, c'est-à-dire dans l'approche systémique de protection des enfants au Sénégal. Parce qu'encore une fois, quand on dit sécurité des enfants, c'est par rapport à leur physique,
C'est par rapport également, et je me répète, l'affectif, par rapport au psychologique, par rapport au social, etc., etc. Il ne s'agit pas ici d'une sécurité où on va placer des forces de sécurité, de l'ordre pour veiller à... Non, ça c'est la sécurité physique. Mais quand l'enfant a peur, il ne peut pas apprendre. Donc, la COSYDEP a un important rôle à jouer dans ce système. Allez-y. Des recommandations, oui, il y en a. Il y a 4-5 recommandations que vous verrez dans le diapo, quand vous aurez le document. Et ces recommandations répondent aux défis contemporains que nous avons identifiés tout à l'heure et qui anticipent ceux des années à venir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérisé. On parle de transition numérique, on parle de transition écologique. Comment, du point de vue global, aborder ces questions en pensant à l'éducation de l'enfant, l'éducation qui est un droit. Et la protection de l'enfant également est un droit comme l'éducation, mais faire de la protection, c'est promouvoir également les autres droits, parce qu'au nom de l'interdépendance des droits, au nom de l'indivisibilité des droits, vous ne pouvez pas veiller sur un droit. La COSYDEP a bien compris que protéger le droit à l'éducation de nos enfants, de quelque bord qu'ils soient, discrimination, c'est également promouvoir d'autres droits tels que le droit à la protection. C'est vice-versa. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous et restez à votre écoute pour certainement des questions.